Le galop est la plus rapide des allures naturelles du cheval. C'est aussi celle qui produit le bruit le plus caractéristique. En fonction de l'impulsion transmise par le cavalier, mais également de sa position, on distingue plusieurs types de galop, du plus lent au plus rapide. Il s'agit du galop rassemblé, du galop de travail, du galop moyen et du galop allongé. Le galop rassemblé est une allure qui, comme son nom l'indique, oblige le cheval à se rassembler, c'est-à-dire à engager fortement ses postérieurs sous sa masse, tout en restant léger dans l'avant-main. Pour ce faire, le cheval doit rester dans la main, l'encolure élevée et arrondie, la nuque étant le point le plus haut, le chanfrein ramené à la verticale. Les épaules sont souples et mobiles, les hanches très actives et le dos maintient la tension exigée par l'impulsion. Au galop rassemblé, les antérieurs se déplacent au rythme du galop normal, mais les membres se relèvent beaucoup plus. Au galop rassemblé, les foulées sont en effet plus courtes et la cadence plus lente. Exécuté correctement, le galop rassemblé donne presque l'impression de galoper au ralenti. Au galop rassemblé, certains chevaux peuvent même galoper à vitesse très réduite, à peine 8 ou 9 km/h. Dans un ordre croissant de vitesse vient ensuite le galop de travail. Au galop de travail, qui est donc une allure intermédiaire entre le galop rassemblé et le galop moyen, la vitesse et la cadence changent. Le cheval se porte un peu plus en avant que dans le galop rassemblé, avec des foulées légères et cadencées, tandis que les membres, eux, se relèvent moins. Les hanches, cependant, restent actives et l'arrière-main continue de transmettre l'impulsion. La vitesse moyenne du galop de travail varie entre 18 et 20 km/h. Le galop moyen est un peu plus rapide que le galop de travail. C'est une allure qui permet au cheval de se porter franchement en avant. Tout en conservant son équilibre, il allonge ses foulées et augmente l'impulsion provenant de l'arrière-main. Au galop moyen, les chevaux peuvent atteindre une vitesse située entre 30 et 45 km/h. Enfin, le galop allongé est naturellement l'allure qui demande le plus d'efforts au cheval. Au galop allongé, il allonge en effet ses foulées au maximum, ce qui lui permet de couvrir le plus de terrain possible. L'impulsion de l'arrière-main est alors très importante. Certains chevaux ont ainsi atteint des vitesses records au galop allongé, dépassant parfois les 60 km/h sur de brèves distances. Au galop rassemblé et au galop de travail, l'allure est dite asymétrique, dans le sens où, durant l'un des 3 temps de l'allure, le troisième en l'occurrence, le corps du cheval repose entièrement sur un seul antérieur. Analysons de plus près ce mécanisme en prenant pour exemple un galop à gauche. Le premier temps correspond au posé d'un postérieur, ici le droit, puisque le cheval galope à gauche. Le deuxième temps correspond au posé du bipède diagonal droit, c'est-à-dire simultanément l'antérieur droit et le postérieur gauche. Enfin, le troisième temps correspond, comme nous l'avons dit, au posé de l'antérieur, ici le gauche. L'antérieur qui s'appuie au sol durant le troisième temps sera, quoi qu'il en soit, toujours l'opposé du postérieur qui se pose au sol lors du premier temps. Au galop, c'est d'ailleurs ce troisième temps que l'on entend généralement le plus distinctement, au moment de la battue de l'antérieur sur le sol, produisant la musique caractéristique de cette allure. Les 3 temps sont, rappelons-le, inégaux, parfois appelés asynchrones. Et lors de chacun de ces 3 temps, il y a toujours 1 ou 2 membres qui touchent le sol. En revanche, le rythme et la cadence du galop moyen et du galop allongé sont différents de ceux du galop rassemblé et du galop de travail. Les battues ne sont en effet plus les mêmes. On peut ainsi entendre au galop allongé 4 battues bien distinctes. Cela s'explique par le fait qu'au galop allongé, le deuxième temps du galop normal, celui du bipède diagonal, se dissocie en 2 temps. De ce fait, chacun des pieds du cheval frappe successivement le sol, par exemple postérieur gauche, postérieur droit, antérieur gauche, antérieur droit. À cet effet, le galop allongé est considéré comme une allure sautée à 4 temps.
À un certain moment, les 4 membres du cheval se retrouvent simultanément suspendus en l'air. Il peut arriver parfois que certains chevaux galopent des antérieurs et trottent des postérieurs. On dit alors qu'ils aubinent. Cette allure considérée comme défectueuse est assez rare et s'observe surtout chez des chevaux mal employés, souffrants ou âgés. Rares sont ceux qui savent que le galop fut à la fin du XIXe siècle au centre d'une polémique à l'origine de la naissance du cinéma. En effet, en 1878, afin de prouver qu'il existait un temps de projection au galop, durant lequel aucun des membres du cheval ne touchait le sol, le photographe américain Edward Muybridge disposa plusieurs appareils photographiques le long d'une piste de course qu'il déclencha avec un temps de décalage. Ces fameux clichés, connus sous le nom de galop de Daisy, constituent en quelque sorte la première séquence cinématographique de l'histoire. Quand on parle d'hérédité, ici en l'occurrence dans le domaine équestre, on fait référence aux possibilités ou aux lois de la statistique qui laissent supposer qu'un caractère ou une particularité puisse être génétiquement transmise par un reproducteur à sa progéniture. On parle aujourd'hui de robes de base pour déterminer la couleur du pelage d'un cheval. Depuis la nouvelle classification des haras nationaux de 1999, il existe 4 robes de base: la famille du noir, du bai, de l'alezan et la famille autre ou indéterminée, blanc, gris, crème. Il ne faut cependant pas oublier les particularités qui caractérisent certaines robes et les rendent très singulières. Il s'agit par exemple des balsanes, les marques blanches situées sur les membres, mais également des marques en tête ou des adjonctions comme les zébrures ou les raies de mulet. Bien que l'on ne connaisse pas encore parfaitement tous les gènes qui interviennent dans la détermination de la robe d'un cheval, on sait cependant qu'ils sont à l'origine d'une multitude de couleurs et que leur interaction produit des dilutions et des modifications qui peuvent se révéler plus ou moins héréditaires. Lorsque le gène qui détermine la présence de l'eumélanine, le pigment responsable de la couleur noire, ne s'exprime pas, alors ce sont d'autres gènes qui agissent, en l'occurrence les gènes de dilution. Mais l'un de ces gènes, le gène agouti, n'agit que sur l'eumélanine et seulement s'il est dominant. Il décolore donc la robe, mais pas les crins ni les extrémités, ce qui donne la robe bai. Dans le cas de la robe Isabelle, ce phénomène est relativement fréquent. Ainsi, le gène de dilution dune ou gène sauvage peut transformer une robe bai en Isabelle dune ou sauvage, mais aussi une robe noire en souris. Cependant, le cheval conservera quoi qu'il en soit ses crins et ses extrémités noires. C'est la raison pour laquelle il est bien plus facile d'obtenir une crinière, une queue et des extrémités de couleur noire qu'une crinière ou une queue blanche ou jaune, que l'on peut toutefois admirer et apprécier chez certaines races. En revanche, chez tous les chevaux, et ce sans exception, les crins situés au bord de la crinière affichent la couleur de la robe de base. Ces crins présentent donc la caractéristique de pousser en même temps que ceux situés au centre de la crinière, mais sans s'éclaircir ou s'obscurcir. Quand on voit le résultat du mélange de ces crins sur des chevaux présentant une robe diluée, comme les Isabelle dune ou sauvages, ou encore les souris claires, on a vraiment l'impression qu'il s'agit de mèches, les crins situés à l'extérieur venant se mélanger avec ceux situés au centre de la crinière. On peut également s'intéresser à une particularité que l'on rencontre sur certaines robes, une étroite bande de poils et de crins plus foncés que le reste de la robe qui court sur l'échine du cheval, du toupet jusqu'à la queue. Cette bande est plus connue sous le nom de raie de mulet. En effet, elle est très fréquente chez les ânes et les mulets, ce qui explique son nom. Cette raie de mulet constitue un caractère dominant. Elle est toujours héréditaire dans le cas des robes souris et très souvent dans le cas des robes Isabelle dune ou bai dune.
En revanche, elle est plus rare chez les alezans et pratiquement inexistante chez les gris. On pense donc que ces robes possèdent des gènes capables de bloquer le gène D de la raie de mulet. Chez les ânes, la raie de mulet s'accompagne de rayures sur les membres et sur l'encolure. Ces marques sont appelées des zébrures en raison de la ressemblance avec les fameuses rayures des zèbres. Elles font partie d'un mécanisme de mimétisme ou de camouflage qui a toujours permis aux chevaux sauvages de se fondre dans la nature et ainsi de se protéger des prédateurs. Toutefois, les zébrures au niveau de l'encolure ont progressivement disparu chez les chevaux. Aujourd'hui, il est très rare de pouvoir les observer, ce qui semble indiquer qu'il s'agit d'une particularité dont le gène est récessif ou très rarement dominant. Quant aux zébrures sur les membres, elles ne sont pas non plus très répandues, mais restent cependant observables chez la plupart des spécimens à la robe Isabelle, Isabelle Dune et Souris. Lorsqu'on considère le corps du cheval, sans prendre en compte sa tête et ses membres, on peut dire que la présence de taches blanches sur une robe unie s'apparente à une certaine forme d'albinisme. La présence du blanc sur les membres et la tête provient d'un gène différent de celui qui détermine la couleur de la robe sur le reste du corps. Les chevaux présentant des taches blanches sur les membres ne sont pas considérés comme albinos, car il s'agit de balzanes qui montent plus ou moins haut sur la jambe. En revanche, lorsque le blanc en tête rejoint ou dépasse l'un des deux yeux, voire déborde sur le côté, on parle d'albinisme partiel ou d'hypomélanose. Certains parlent d'albinisme lorsque les balzanes dépassent les genoux sur les antérieurs et les jarrets sur les postérieurs. Attention cependant, aucun cas d'albinisme véritable n'a jusqu'à présent été observé chez le cheval. Toutefois, cela explique que les studbooks de nombreuses races n'acceptent pas des marques blanches trop importantes en tête et sur les membres. Par ailleurs, certaines formes d'albinisme sont héréditaires et exposent les chevaux à des problèmes de peau et d'exposition au soleil en raison de l'absence de mélanine. Il n'en reste pas moins que les chevaux présentant des marques blanches, que ce soit des balzanes ou des marques de tête, continuent d'exercer une fascination toute particulière. Et il ne nous appartient pas de discuter ici du goût et des préférences des uns et des autres, mais lorsqu'on connaît les risques que représente pour le cheval une tendance à l'albinisme, il n'est pas surprenant de voir de plus en plus de personnes privilégier des spécimens totalement dépourvus de taches blanches. Sans compter que ces chevaux possèdent également d'autres qualités fort appréciables. Le Welsh Cob est une race de poney très populaire dans le monde entier grâce notamment à sa polyvalence et à sa rusticité, qui lui ont valu le surnom de poney tout-terrain. Le Welsh Cob, qui peut s'adapter à la selle, s'avère être plus particulièrement un excellent cheval d'attelage grâce à ses qualités de docilité et à son trot ample et rapide. Les principales qualités du Welsh Cob sont donc sa résistance, sa docilité, sa polyvalence et sa rusticité qui lui permettent de supporter sans difficulté les variations climatiques. Le Welsh Cob est également considéré aujourd'hui comme un cheval familial. Son confort et sa docilité en font une monture idéale aussi bien pour les enfants que pour les adultes, que ce soit dans un cadre de loisirs, de travail ou de compétition de haut niveau. L'importance de cette race ne s'est jamais démentie. Elle a d'ailleurs résisté aux différentes guerres. On a même retrouvé des tableaux datant du XVe siècle représentant des aristocrates anglais montant des Welsh Cob. Le Welsh Cob a par ailleurs longtemps constitué un maillon essentiel de l'armée galloise, qui l'utilisait pour le transport des armes lourdes en terrain accidenté. Les étalons Welsh Cob servirent ainsi l'armée galloise jusqu'au début des années 80. L'histoire raconte que le Welsh Cob est le fruit de croisements entre les poneys originaires du pays de Galles et les pur-sangs arabes amenés par les Romains, du temps de Jules César.
Par la suite, des croisements avec le trotteur Norfolk ou l'Hackney ont également permis d'affiner la race. On retrouve d'ailleurs dans le tempérament du Welsh Cob le sang chaud de ces races, ce qui ne l'empêche pas de se distinguer par sa docilité, son intelligence et sa polyvalence, propre aux chevaux de petite taille. Voilà comment le Welsh Cob est devenu tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est en 1902 que les éleveurs et les fondateurs de la Société des Welsh Pony et Cob, créée en 1901, décidèrent d'enregistrer et de fixer les standards du Welsh, en ouvrant officiellement le studbook de cette race de poney du pays de Galles. 4 sections furent alors ouvertes pour différencier les 4 types de ce poney en fonction de leur taille et de leur conformation. Ainsi, le Welsh Cob, le type le plus grand et le plus massif des poneys Welsh, correspond au poney de type D, appelé aussi Welsh D, dont la taille au garrot est comprise entre 1,37 m et 1,48 m. Robustes et endurants, les Welsh sont d'un entretien facile. La tête, au profil rectiligne, est petite et expressive, les oreilles petites et pointues, les yeux grands et écartés, légèrement proéminents et les naseaux larges. L'encolure, musclée, est bien implantée sur de puissantes épaules, ce qui favorise l'amplitude des foulées. Ses allures libres et énergiques, associées à des membres forts et des articulations solides, font du Welsh Cob un cheval complet, à la fois harmonieux et rustique. Quant à son impulsion et sa fougue, il les tire de sa longue expérience dans les régions montagneuses du pays de Galles. Il est ainsi capable de parcourir de longues distances, bien aidé en cela par une arrière-main longue et musclée, des jarrets souples et des épaules bien inclinées. Avant l'avènement de l'automobile, le Welsh Cob constituait encore l'un des moyens de transport les plus rapides et les plus efficaces. Ainsi, les médecins, les commerçants et de nombreuses autres corporations utilisaient le Welsh Cob pour se déplacer le plus rapidement possible à travers les villes, monture dont ils appréciaient également le confort des allures et la douceur du tempérament. Des chiffres et des témoignages retrouvés dans les premiers registres de la race attestent de la dextérité et de la rapidité du Welsh Cob. Pour être inscrits au registre, les chevaux devaient en effet participer à une série de tests d'endurance et de vitesse. En 1918, la reproduction des Welsh Cob fut autorisée, mais réservée cependant aux étalons ayant passé ces épreuves avec succès. Chronométrés sur des distances très précises, à travers tout le pays de Galles, les chevaux étaient ensuite enregistrés au studbook sous des noms évocateurs tels que Flyers ou Comet, preuve ultime de la rapidité et de l'agilité de cette race de poney. Le Welsh Cob connaît aujourd'hui un regain d'intérêt de la part des éleveurs et des cavaliers, après avoir été ignoré pendant de nombreuses années et même menacé de disparition. Il s'affirme en effet comme une monture idéale pour le trek de compétition et les randonnées de loisirs, mais son utilisation est bien plus vaste. Le Welsh Cob excelle pratiquement dans toutes les disciplines d'équitation, alliant courage et intelligence à des allures brillantes ainsi qu'à un don naturel pour l'obstacle. Enfin, le Welsh Cob constitue également un excellent petit cheval d'attelage, lui qui fut longtemps utilisé pour les travaux agricoles et l'attelage de travail. Ses nombreuses participations aux compétitions d'attelage de la Fédération équestre internationale, durant lesquelles il s'est mesuré, parfois avec succès, aux autres races de plus grande taille, lui ont conféré une réputation de spécialiste de cette discipline. Mais le Welsh Cob, de par sa docilité et la douceur de son caractère, reste surtout un cheval familial qui fait le bonheur des enfants comme des adultes. Toutes les robes, à l'exception des robes pie et tachetées, sont admises pour les poneys Welsh Cob. Les plus courantes sont les robes noires et baies. Les éleveurs de Welsh Cob ont toujours affirmé qu'il s'agissait de l'une des races les plus polyvalentes au monde. Le mieux est encore de s'en rendre compte par soi-même. Pour réaliser une ferrure dans les règles de l'art, il faut savoir concilier théorie et pratique.
il faut avant tout bien choisir le maréchal ferrant. Il est également conseillé, dans la mesure du possible, de l'épauler dans son travail afin de bien comprendre ce qu'il fait. Une ferrure se divise en 4 étapes fondamentales: déferrer, parer le pied du cheval, forger le nouveau fer et le brocher sur le pied du cheval. Il faut d'abord observer la croissance du sabot, laquelle exige une nouvelle ferrure, l'ancien fer étant devenu trop petit. On commence donc par redresser, puis par sectionner les rivets des clous sur la muraille, à l'aide d'un dérivoire. On enlève ainsi l'ancien fer au niveau du dernier clou, d'un coup sec, en veillant à maintenir solidement le pied du cheval entre ses jambes. Il est conseillé ensuite de laisser en évidence un clou de chaque côté de la muraille du sabot. Pour forger le nouveau fer, il faut bien observer l'usure de l'ancien fer, à la fois dans sa partie inférieure et supérieure, là où sont parfaitement visibles les empreintes laissées par l'ouverture et la fermeture des talons du sabot. En effet, on ne broche jamais de clous à l'arrière du fer pour permettre justement ce mouvement d'ouverture et de fermeture. Lorsqu'on déferre les pieds postérieurs, il faut bien soutenir les glaumes avec la main sur le trépied au moment d'enlever le fer, pour éviter de faire appui sur le jarret. On procède ensuite au traditionnel nettoyage du pied avant d'effectuer le parage, en veillant à garder la pince à parer toujours à angle droit par rapport à la sole. On termine le travail avec une lime pour éliminer les bavures. Bien que la corne pousse de manière uniforme, elle s'use généralement plus vite à l'arrière, là où elle est plus souple et plus flexible. On peut décider de conserver le même modèle et la même taille de fer, si l'on estime qu'il est parfaitement adapté au pied du cheval. Une fois le fer choisi, il faut réaliser à l'aide d'une tenaille une encoche sur la pince du fer, dans l'alignement de la fourchette dans laquelle va venir se loger le pinçon. Avec la lime, on élimine les petites irrégularités. Puis, l'on présente le fer pour voir s'il correspond bien au pied. Cela va donner une première idée de la façon dont il va falloir forger le nouveau fer. Pour gagner du temps, on place les fers dans la forge avant de parer le dernier pied, toujours dans l'ordre de brochage des pieds. Il faut garder les anciens fers à proximité de l'enclume, car cela peut s'avérer utile au moment de forger les nouveaux. En plaçant le dernier des 4 fers dans la forge, on récupère le premier d'entre eux, que l'on commence à forger le plus rapidement possible pour le mettre à la forme du pied qui lui correspond. C'est la tournure. Vient ensuite la portée à chaud. Le maréchal pose le fer encore chaud sur le pied du cheval pour voir si le fer repose uniformément sur le pied. Rappelons que la portée à chaud du fer n'est pas douloureuse pour le cheval. Cette opération permet également de voir si la tournure du fer correspond bien au pied du cheval et donc de relever les éventuelles retouches à faire sur l'enclume. Les étampures doivent être positionnées de façon à ce que les clous rentrent bien dans la ligne blanche. La face supérieure du fer doit être façonnée pour être bien ajustée au pied du cheval et ainsi empêcher le fer de comprimer la sole. En outre, le pinçon doit être bien incliné. Enfin, avant d'être brochés, les fers sont refroidis dans un seau d'eau. On peut ensuite commencer à forger le fer de l'autre postérieur en suivant le modèle de l'ancien fer. On plie légèrement les pinçons pour qu'ils correspondent parfaitement à l'inclinaison de la muraille, puis l'on pose de nouveau le fer chaud sur le pied du cheval. Rappelons qu'il est important de positionner le fer dans le sens de la fourchette, c'est-à-dire dans l'axe du pied. Ici, la tournure est presque parfaite. Il faut juste resserrer un peu les branches au niveau de l'éponge, en correspondance avec les talons. On retire alors les fers du seau d'eau où ils ont refroidi, pour les présenter de nouveau sur les pieds du cheval et vérifier définitivement qu'ils sont bien ajustés.
Si besoin est, on peut faire quelques retouches à froid. En passant les fers sur une meule électrique avec un angle de 45 degrés, on enlève les excédents et on arrondit les bords. Il est toujours utile de comparer les anciens fers avec les nouveaux pour observer les différences. Une fois choisis les clous, le moment est venu de fixer les fers, autrement dit de les brocher. Les clous doivent ressortir dans la mesure du possible, sur une même ligne. Pour un cheval de selle, il est recommandé de faire sortir les clous à 1/3 de la hauteur du sabot. Rajouter un clou sur la branche extérieure du fer garantit plus de sécurité. Une fois le fer broché, il est censé ne pas faire pression sur la sole et la comprimer. La dernière étape consiste à river les fers, c'est-à-dire à rabattre les clous sur la muraille du sabot après en avoir coupé les pointes. Le dégorgeoir permet de pratiquer les évitements destinés aux rivets qui sont rabattus à l'aide d'une tricoise. Les rivets devant être imperceptibles au toucher, il ne faut pas oublier de les limer pour enlever toute aspérité. On donne ensuite des coups de maillotche, mais en veillant à placer un contrepoids sous le sabot du cheval. Puis on lime consciencieusement la zone de contact entre la muraille et le fer. Le papier de verre achèvera de polir le sabot. Enfin, graisser le sabot améliore l'élasticité de la corne et la fortifie. Le sabot, lui, est brillant, mais attention, il faut l'humidifier avant de le graisser. Une fois le cheval ferré, n'oublions pas de le récompenser, surtout s'il s'est bien comporté. Même si le cheval ne comprend pas forcément la raison de tout ce tumulte, la ferrure permet de protéger ses sabots d'une usure excessive, surtout s'il travaille régulièrement. Lorsqu'on harnache ou qu'on garnit un cheval en vue de l'atteler à une voiture, les pièces composant le harnais d'attelage ne sont évidemment pas les mêmes que celles utilisées normalement avec un cheval de selle. Atteler un cheval à une voiture ou une machine est une opération qui requiert beaucoup d'habileté et un certain savoir-faire. Il est donc déconseillé aux débutants de s'y risquer sans l'aide d'un connaisseur ou d'un spécialiste. Il n'y a pas d'ordre de mise en place à respecter. Chacun peut choisir celui qui lui convient, selon les cas, mais aussi et surtout selon la docilité du cheval. Cependant, si la voiture est très lourde, on commence généralement par placer un collier de travail en cuir, muni d'une protection matelassée. Le collier doit bien épouser les épaules du cheval pour lui permettre de répartir au mieux les forces de la traction sur son poitrail. Il existe bien sûr différents modèles et différentes tailles de colliers, ajustables à la fois en hauteur et en largeur, que l'on fixe ensuite à l'aide d'une sangle et d'une boucle. De chaque côté du collier se trouvent des armatures métalliques ou en bois, munies de crochets, d'anneaux et de boules, permettant d'attacher les autres parties du harnais. Ces armatures sont appelées des attelles. Adaptées à la forme du collier, les attelles sont réglables et fixées entre elles par un anneau dans leur partie inférieure et une lanière de cuir dans leur partie supérieure. Les attelles ont pour fonction principale de résister aux forces de la traction. Voilà pourquoi les bases des crochets et des anneaux sont en métal ou en inox. C'est dans ces anneaux que l'on fait passer les guides, les longues courroies qui sont ensuite fixées aux mors. Pour les voitures légères, en revanche, on utilise traditionnellement plutôt une bricole qu'un collier de travail, car la bricole, réglable, épouse mieux le contour du poitrail du cheval. La bricole, appelée aussi parfois poitrail, consiste en effet en une large bande de cuir qui se place sur le poitrail du cheval. Elle est reliée au trait et maintenue en place par le surcou, une petite courroie qui passe sur l'encolure. Cette dernière comporte 2 clés ou anneaux dans lesquels passent les guides des meneurs.
Ce sont les traits qui permettent la traction de la voiture. Il s'agit le plus souvent de longes de cuir, mais selon les cas, il peut s'agir de cordes ou de chaînes. À l'avant, elles prolongent la bricole et à l'arrière, elles sont attachées au palonnier, une pièce mobile fixée par un axe central à l'avant de la voiture. Sur le dos du cheval, on place ensuite la sellette ou sellette d'attelage. Il s'agit d'une petite selle très étroite, munie d'une double sous-ventrière qui s'adapte parfaitement au dos du cheval. Sur la partie supérieure de la sellette se trouve un crochet d'enrainement que l'on utilise pour les rênes fixes lorsque le cheval ne travaille pas. De chaque côté de ce crochet d'enrainement se trouve un anneau métallique appelé clé de sellette, qui permet le passage des guides. La première sous-ventrière permet de bien fixer la sellette et d'éviter qu'elle ne bouge. En effet, la sellette doit se placer légèrement en arrière du garrot, sans être trop serrée ni trop lâche. La deuxième sous-ventrière permet de maintenir et de fixer les bracelets de brancard ou les porte-brancards, selon qu'il s'agit d'une voiture à 2 ou 4 roues. Les bracelets de brancard sont des courroies de cuir à l'extrémité formées en boucle, dans laquelle on glisse les brancards et se règle en fonction de la hauteur souhaitée. La sellette est prolongée à l'arrière par une autre courroie de cuir qui passe sur le dos et la croupe du cheval, appelée croupière. Elle relie donc la sellette à la queue du cheval, sous laquelle elle est assurée par le culeron ou sous-queue. La croupière sert essentiellement à stabiliser la sellette. Puis en arrière du dos du cheval, on pose une courroie qui se dédouble à chaque extrémité et qui passe dans la croupière, dans un passant prévu à cet effet. Cette courroie, dite barre de fesses, descend pour se fixer sur l'avaloir, une pièce essentielle de l'appareil de reculement. En effet, l'avaloir est une large courroie rattachée au brancard qui permet l'entraînement de la voiture lorsque le cheval recule ou sa retenue dans les descentes. Enfin, sur la tête, on installe une têtière spécialement conçue pour l'attelage puisqu'elle est munie d'œillères. Les œillères limitent la vision latérale du cheval afin de l'obliger à fixer son attention vers l'avant. Elles permettent aussi de le protéger d'un coup de fouet ou de chambrière, notamment dans un attelage multiple. Lorsque l'attelage n'est composé que d'un seul cheval, les œillères ne sont pas nécessaires, mais sont souvent maintenues par tradition ou par habitude. Dans le cas d'attelage ou de sulky de compétition, on utilise souvent un enrainement anti-basculement ou enrainement de tête, une courroie en cuir qui relie l'avant de la selle à la têtière, passe entre les oreilles et vient se fixer à un petit mors supplémentaire dans la bouche. Cette courroie empêche le cheval de trop baisser sa tête ou fléchir son encolure. Il permet aussi au cheval de mieux respirer puisqu'il lui évite de s'encapuchonner. En outre, cet enrainement favorise l'extension des antérieurs en avant et non vers le bas, comme cela peut arriver lorsque le cheval fléchit et bascule exagérément son encolure. Chacune des pièces du harnais d'attelage a bien sûr sa propre fonction, qu'elle fasse partie des éléments de direction, de traction, de support ou de retenue. Il est important de les connaître pour que l'attelage reste avant tout un plaisir pour le cheval, comme pour le meneur. Les qualités d'un cheval correctement dressé sont vastes. Cela va d'une grande docilité lorsqu'il s'agit de répondre franchement aux indications du cavalier, à une décontraction totale au moment du montoir, lorsque le cavalier se met à cheval, en passant par une certaine capacité à l'immobilité, les rênes flottantes, et ce, à tout moment. Lorsqu'un cavalier cherche à faire ralentir son cheval,
mais ne parvient pas à l'immobiliser complètement en raison de la trop grande vivacité ou excitation de sa monture, alors on peut parler d'un défaut de dressage. Aujourd'hui, bon nombre de cavaliers pratiquent l'équitation dans le seul but d'oublier un peu le train-train quotidien d'une vie souvent stressante. Une fois en selle, ils laissent de côté les règles élémentaires, ne pensant qu'à partir au galop pour imiter les cow-boys des westerns et sentir l'adrénaline et la sensation de liberté que procure une telle chevauchée. Les chevaux ne sont pas tout à fait étrangers à cette envie de se défouler. Ils ont eux aussi une vie parfois un peu ennuyeuse, enfermés de longues heures au box, et comme leurs cavaliers, sont impatients de sortir au grand air et de dépenser toute l'énergie accumulée en mangeant dans de longues cavalcades effrénées. Pour monter en toute tranquillité, les propriétaires font donc travailler ces chevaux à la longe et au galop pour qu'ils se fatiguent un peu et dépensent une bonne partie de leur énergie. Le galop étant une allure très exigeante, les chevaux se fatiguent effectivement assez rapidement. Ainsi, certains propriétaires entament les séances d'entraînement au galop. Mais progressivement et sans s'en rendre compte, ils apprennent à leurs chevaux à commencer à travailler systématiquement au galop. Et le jour où ils voudront les monter sans les avoir préalablement fait galoper à la longe, ils auront affaire à des chevaux désorientés, voire incontrôlables, cherchant à tout prix à partir au galop. Certains commettent même l'erreur d'encourager leur monture à marcher en engageant un pied dans l'étrier et en appuyant la pointe de la chaussure ou de la botte contre la sangle du cheval. Le cheval perçoit cela comme une indication à marcher et se porte donc en avant. Mais après un certain temps, par habitude, le cheval va commencer à bouger et à aller de l'avant dès qu'il sent que le cavalier s'apprête à monter sur son dos, et ce, dans le seul but de s'épargner la pression de la jambe du cavalier sur ses flancs. Il est donc très important, lorsqu'on fait travailler un cheval à la longe, de l'habituer à démarrer les séances au pas. Cela doit absolument devenir une habitude pour le cheval. Toujours commencer à évoluer au pas, jusqu'à ce que le cavalier ne le pousse à monter au trot ou au galop. Si l'on ne fait pas l'effort de lui imposer le pas comme allure d'échauffement, le dressage du cheval risque d'en pâtir. Pour monter correctement en selle, il faut appuyer le genou gauche sur l'épaule du cheval, afin de faire levier et de lever la jambe externe en envoyant le pied vers l'arrière. En ce faisant, on évite tout contact avec les flancs du cheval et donc toute stimulation. Le cheval reste donc calme. Mais si le cavalier, en montant, se laisse tomber de tout son poids sur la selle, le cheval risque encore une fois de percevoir cela comme une stimulation et une indication à avancer, et va donc s'exécuter. Il est vivement recommandé de s'asseoir sur la selle le plus délicatement possible. Toutefois, si malgré ces précautions, on se rend compte que le cheval continue d'avancer au montoir, il faut utiliser les rênes pour le faire reculer, et ce, à chaque fois qu'il se porte en avant ou cherche à bouger. Mais s'il reste calme et immobile, les rênes flottantes, il n'y a naturellement aucune raison de le punir. De cette manière, le cheval va vite comprendre qu'en restant immobile au montoir, il s'évite une sensation fort désagréable. Lorsque le cheval s'arrête, l'immobilité doit être totale, et ce, quel que soit l'endroit. Le cavalier doit en effet pouvoir rendre les rênes sans avoir à faire ralentir en permanence sa monture. Certains chevaux qui savent quand et où on va leur donner à manger ont une fâcheuse tendance à abréger les séances d'entraînement ou de travail et n'acceptent donc pas que l'on cherche à les contrôler ou à les faire s'arrêter. Il peut aussi arriver qu'en cherchant à la faire ralentir et à s'arrêter, on perturbe davantage le cheval qui voit ses congénères s'éloigner. Il va donc s'avérer encore plus compliqué de l'immobiliser. En reining, mais également en dressage, les jurys sanctionnent sévèrement le cheval lorsqu'il exécute des mouvements ou des figures qui n'ont pas été demandés par son cavalier. Toutefois, il est possible de corriger ce défaut en obligeant le cheval à reculer dès qu'il cherche à avancer ou à bouger. Quand il s'arrête,
il faut relâcher complètement les rênes de manière à le laisser libre. Mais s'il se porte en avant, on le fait reculer une nouvelle fois, autant de fois que cela sera nécessaire. Le cheval va comprendre rapidement qu'il lui convient de rester immobile au montoir, ce qui lui évite un contact des rênes ou une pression de la jambe toujours désagréable. Rien ne doit être laissé au hasard dans le dressage d'un cheval. Et il faut insister dès le début sur les petits détails pour éviter les désillusions ou les complications. Dans le cas présent, nous aurons appris à notre cheval l'immobilité au montoir qui va se révéler très précieuse à l'avenir. Lorsqu'on commence à faire galoper son cheval, il faut bien vérifier qu'il prenne le départ sur le bon pied. Autrement dit, qu'il galope à droite sur la piste à main droite et inversement. Le rythme et l'amplitude d'un bipède latéral, antérieur et postérieur du même côté, par rapport à l'autre, déterminent le côté du galop. Au galop à droite, la battue la plus bruyante sera celle de l'antérieur droit, qui correspond au troisième temps du galop. Au galop à gauche, ce sera l'inverse. Dans la plupart des disciplines sportives, on exige que le départ au galop se fasse d'un certain côté, en fonction de la figure ou du mouvement à exécuter, de façon à garantir une entrée sur la piste plus rythmée. Un changement de pied, même s'il est maîtrisé, fait perdre quelques précieuses secondes. Il est donc préférable de l'éviter, sauf bien sûr s'il est demandé. En barrel racing, par exemple, le premier tonneau doit être contourné à main droite. Il faut donc partir au galop à main droite, l'épaule et l'antérieur droit s'avançant plus fortement, et ce, afin d'éviter un changement de pied qui ferait perdre un temps précieux. C'est un peu la même chose en saut d'obstacle. Le second obstacle est franchi après avoir tourné à droite, une fois sauté le premier obstacle. Il est donc préférable de partir à main gauche au galop à gauche. Une séquence de galop se divise en 3 temps et s'achève lorsque l'antérieur sur lequel galope le cheval se pose au sol. On peut aussi affirmer que lorsqu'il part au galop, le cheval avance d'abord le postérieur du côté où il galope. Si le cheval part au galop à droite, il pose d'abord le postérieur gauche au sol et engage donc le postérieur droit sous sa masse. S'il part au galop à gauche, c'est l'inverse. En conséquence, pour partir au galop à droite, par exemple, il faut agir pour que le cheval engage son postérieur droit sous sa masse. Il faut être capable, dans ce cas, de faire incurver légèrement le cheval vers la droite, autour de la jambe intérieure. Avant toute chose, le cheval doit bien réagir à l'action de la jambe. Le cheval à l'arrêt, on recule donc la jambe extérieure pour faire pression derrière la selle en essayant de l'empêcher d'avancer ses antérieurs. S'il déplace sa croupe et ses hanches, on le laisse marcher librement, sans contact. On répète l'opération de chaque côté en s'aidant d'une palissade ou d'une barrière. Après avoir réalisé cet exercice à l'arrêt, on fait marcher le cheval au pas sur une piste, en cherchant à maintenir sa tête bien droite et parallèle à la piste. Cela va permettre de maintenir le reste du corps bien droit et aligné sur la piste. On commence donc à agir avec la jambe externe reculée et avec la jambe intérieure, on garde la tête du cheval bien droite en agissant sur la sangle. Si l'on ne contrôle pas suffisamment le côté intérieur, le cheval peut alors se déplacer latéralement, comme s'il réalisait un appuyé, le corps incurvé vers l'intérieur de la piste. Or, on cherche seulement à lui faire déplacer ses hanches, son avant-main restant sur la piste. Lorsqu'on voit enfin qu'il déplace ses hanches, on relâche les rênes pour le faire avancer de nouveau en ligne droite. Après quelques instants, il faut recommencer à agir avec la jambe isolée, c'est-à-dire la jambe extérieure.
La jambe isolée va pousser les hanches vers l'intérieur, tandis que la jambe intérieure contrôle et maintient la position de l'avant-main. Si l'on voit que le cheval déplace de nouveau son arrière-main, on rend les rênes et on le laisse se redresser, parallèle à la piste. Au début, on va pouvoir observer que le cheval réagit en agitant la queue, en réponse à la pression de la jambe. Certains chevaux cherchent à accélérer le pas et s'appuient sur leur mors pour se libérer du contact de la main du cavalier. Quand le cheval commence à comprendre l'exercice, on peut remarquer qu'il déplace ses hanches plus facilement d'un côté que de l'autre. Il n'y a rien d'étonnant à cela. En effet, les chevaux sont eux aussi droitiers ou gauchers, et leurs capacités, comme leurs déplacements, peuvent être influencées par cette caractéristique. Bruno, le cheval qu'on voit ici, est par exemple plus souple à droite qu'à gauche. Le départ au galop à droite sera par conséquent beaucoup plus naturel et plus simple à obtenir qu'à gauche. On peut bien sûr corriger cela en le faisant davantage travailler à gauche, jusqu'à obtenir le même équilibre et la même souplesse des deux côtés. Le travail en contre-incurvation permet d'apprendre au cheval à fléchir son corps, facilitant ainsi les exercices de flexion partielle, comme la flexion de l'encolure par exemple. Lorsque le cheval a bien travaillé des deux côtés, il faut reprendre l'exercice contre la palissade, jusqu'à ce que l'incurvation se fasse correctement des deux côtés, les hanches bien en dedans, dans une attitude rassemblée. Une fois que le cheval a appris à déplacer naturellement ses hanches, dans le sens de son incurvation, il sera alors possible de partir au galop aussi facilement à droite qu'à gauche, et ce sans résistance de sa part. Les départs au galop seront donc facilités et les changements de main plus naturels. On appelle coprophagie le vice ou l'habitude qui consiste pour les animaux à manger leurs propres excréments ou ceux des autres. Les excréments des chevaux et des vaches contiennent des quantités non négligeables d'aliments mal digérés, résultat des défaillances du système digestif de la plupart des herbivores. Il apparaît donc plutôt étrange qu'un animal cherche à ingérer ses propres excréments ou ceux d'autres animaux. Pourtant, il doit y avoir une raison à ce phénomène, car la nature ne laisse jamais rien au hasard. Chez les tout jeunes poulains, surtout pendant les 2 premiers mois, la coprophagie est un comportement assez répandu et qui semble même normal et utile. En effet, la flore intestinale du tout jeune poulain n'est pas encore suffisamment développée. Il a donc besoin d'ingérer des micro-organismes et des bactéries pour faciliter son processus de digestion, d'où la coprophagie. Puis, progressivement, en grandissant, le poulain apprend à brouter et mange du foin et de l'herbe pour imiter sa mère. Il continue d'ingérer les crottins d'un des chevaux adultes du groupe pour accueillir des micro-organismes qui vont l'aider à développer sa propre flore bactérienne nécessaire à la décomposition des aliments. La quantité de crottins ingérés par les poulains n'est cependant pas très importante, mais elle lui permet d'absorber une quantité suffisante de bactéries, ce qui n'a été le cas ni pendant les 11 mois de gestation, ni pendant l'allaitement. Il est donc tout à fait logique de retrouver chez les poulains en phase d'allaitement une importante présence parasitaire. Malheureusement, ces organismes sont aussi présents dans les excréments sous forme d'œufs et de larves. Il ne faut toutefois pas s'inquiéter outre mesure, car les poulains tolèrent parfaitement les parasites dès lors qu'ils sont bien alimentés. En revanche, lorsque la coprophagie se manifeste chez des chevaux adultes, les raisons sont bien différentes, car leur flore intestinale est déjà complètement formée. Encore une fois, il faut songer que la nature est bien faite. De tels comportements anormaux ont une fonction de signal d'alarme et viennent rappeler qu'il faut corriger ce qui a peut-être été mal fait. Lorsque des chevaux en liberté mangent des crottins, cela indique clairement qu'ils souffrent de carences, que ce soit en minéraux, en fibres ou en protéines. En effet, si leur alimentation ne satisfait pas leurs besoins quotidiens en minéraux ou en fibres,
ils les chercheront au sol en grattant et en mangeant la terre, et en ingérant une partie de leur crottin. Le crottin, très riche en sel et en oligo-éléments, permet donc aux chevaux carencés de récupérer une bonne quantité de phosphore, d'azote non protéique et de cellulose. On sait par ailleurs que les fibres constituent un élément essentiel de l'alimentation du cheval. Nombreux sont les chevaux qui, la nuit, dorment au box, où ils sont bien alimentés, et de jour, restent au pré dans un enclos ou un paddock, où ils peuvent librement évoluer. Mais au fil des jours, ils consomment toute l'herbe à disposition dans le pré, parfois jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ils ne se nourrissent donc plus que des fibres contenues dans les aliments qui leur sont donnés la nuit. Ainsi, si la quantité de fourrage et de pâturage se révèle insuffisante durant la journée, il n'est pas étonnant de voir certains chevaux chercher à compenser leur carence en fibres en mangeant leur propre crottin. Dans certains cas, lorsque l'eau consommée par exemple est trop riche ou trop pauvre en minéraux, ou encore lorsque les chevaux sont nourris avec des aliments concentrés de mauvaise qualité, il n'est pas rare que l'on assiste à des situations de déséquilibre. L'excès de minéraux non exploités par le cheval est éliminé dans l'urine ou le crottin. Et si le cheval ne dispose pas des éléments essentiels à son alimentation, comme les minéraux ou les protéines, il est alors probable qu'il se livre à la coprophagie pour compenser ses manques. Pour corriger un tel comportement chez le cheval, la première chose à faire est de procéder à une analyse minutieuse de son profil métabolique, à travers une prise de sang prescrite par un vétérinaire. Si les résultats confirment une carence, quelle qu'elle soit, il faut administrer au cheval des compléments alimentaires. L'administration de compléments par injection est assez rapide et efficace. Enfin, les suppléments de minéraux intégrés à la nourriture permettent également d'équilibrer les carences. La coprophagie est un comportement qui peut être rapidement corrigé si l'on parvient à modifier les facteurs qui en sont à l'origine. Tout rentrera alors dans l'ordre.